Sergeant? We're special agents of the FBI. We have a search warrant for this apartment. We're seeking arrest on Elm Street. Okay, 38 standing by. Divers agents font la planque ce matin-là. C'est à qui s'empara le premier de dossiers compromettants dans la maison de l'homme qui vient de mourir à l'âge de 77 ans, J. Edgar Hoover, pendant 50 ans patron du FBI. Son voisin immédiat, il avait 15 ans à l'époque. As far as a neighbor was concerned, he was perfect. Just perfect. Congenial, nice. C'était un homme parfait, sympathique, aimable, dévoué. Il m'a invité chez lui, ma mère et moi, pour rencontrer le président Nixon. Il n'était pas tenu de le faire. Quand il apprend la nouvelle, Richard Nixon marmonne, soulagé. Ce vieil enculé. Il y avait beaucoup d'allées et venues. Des amis, des agents de la CIA ou du FBI. Mystère. 2 hommes ont évacué le corps dans un break et ils sont partis. Entre 8h30 et 8h40, malgré ce qui a été écrit après. Le directeur de l'entreprise des pompes funèbres, lui, affirme qu'il a retiré le corps à 12h30. Si un corps a été retiré à cette heure-là, ce n'était pas J. Edgar Hoover. Hommage jamais accordé à un haut fonctionnaire. Son cercueil est entreposé au Capitole. J. Edgar Hoover was one of the giants. He made the FBI the finest law enforcement agency on the earth. J. Edgar Hoover has exerted a great influence for good in our national life. He personified integrity. He personified patriotism. It's a great time in the history of this country, the Hoover years. What a dreadful man. One of the most evil men America has ever produced. He raped America, he raped our Constitution. Nixon voulait pousser Hoover à la retraite. Il n'a pas osé. Avant lui, Johnson aurait bien aimé le remercier, il l'a maintenu. Avant lui, Kennedy et 3 autres présidents avaient voulu s'en débarrasser, ils ne l'ont pas fait. Hoover a été mêlé à l'affaire de son assassinat. Quel pouvoir avait donc cet homme ? J. Edgar Hoover vient de descendre de la Cadillac blindée qui est allé le chercher à domicile. L'agent de base du FBI n'a pas le droit de prendre l'ascenseur. Il se maintient en forme en prenant les escaliers. Hoover est toujours tiré à 4 épingles. Pour compenser sa petite taille, il a des talons surélevés. Ces hommes ne peuvent porter que les couleurs qu'ils tolèrent. Ceux qui ont les mains moites ou la voix fluette sont écartés de sa vue, voire du service. Hoover arrive toujours au bureau à l'heure exacte. Pour mieux dominer ses interlocuteurs, son bureau est surélevé par une estrade. C'est dans cette pièce que Edgar Hoover est devenu en 48 ans d'un règne ininterrompu, le Big Brother de l'Amérique, l'homme qui sait tout, qui voit tout. Né à Washington, fils d'un petit fonctionnaire et d'une mère d'origine suisse, des protestants stricts, il fréquente l'église luthérienne, puis le temple maçonnique. En 1917, diplômé en droit, il entre comme employé au ministère de la Justice. Il est chargé de surveiller les étrangers suspects. Il y fait tant merveille qu'il est autorisé à se faire réformer. Au lendemain de la Révolution russe,
Il est chargé de surveiller les rouges dans le monde du travail, où les idées communistes risquent de se répandre. Cela tombe bien, il exècre les minorités, ceux qui ne sont pas des WASP, blancs anglo-saxons protestants. Souvent dans la plus totale illégalité, il arrête des milliers d'indésirables. Il en fait expulser par bateau entier, hors du pays de la liberté. En 1924, le voilà propulsé directeur du bureau d'investigation, bientôt doté d'un pouvoir fédéral. Le premier policier d'Amérique a un vrai talent pour l'organisation, méticuleux, méthodique, moderniste. Il fait du FBI une machine qui lui obéit au doigt et à l'œil, et à l'oreille. Son outil essentiel, c'est le renseignement. Jusque dans la rue, il fait prendre les empreintes de tous ceux qui passent à portée de ses agents. Lors de sa mort, 160 millions d'Américains giseront dans son fichier. Hoover a une grande ambition, dans ce pays de violence, éradiquer la violence. Hoover supervising field practice. Hoover crée le G-Man, l'agent du FBI. Aussi respectueux de la loi que du style vestimentaire qu'il leur a imposé. Le G-Man incorruptible, dévoué. De préférence célibataire. Ne se marie pas sans enquête préalable du bureau sur sa fiancée. Il est blanc. Il ne peut être ni noir, ni juif, ni hispanique, ni homosexuel. Il est diplômé puis affûté dans une école du FBI. Il est apte à chasser partout le malfaiteur. Il a fort à faire car la prohibition puis la crise économique de 29 font pulluler les gangsters. Des films de reconstitution commandés ou contrôlés par Hoover glorifient ses exploits. John Dillinger. Babyface Nelson. Machine Gun Kelly, who coined the term G-Men. Pretty Boy Floyd. All killed or captured by FBI agents, some of whom died, meeting the outlaw challenge. Et Bonnie and Clyde. Dans les années 30, Hoover entre dans la légende, grâce à l'arrestation ou à la mort de bandits célèbres, comme Dillinger. Ni Dillinger, ni bien d'autres n'ont été abattus par les G-Man de Hoover, mais par la police locale. Que des policiers du cru puissent se pavaner en face d'une caméra, cela est insupportable à Hoover. Régulièrement, il déboule, s'empare du dossier. Il est présent à la conférence de presse. Il devient l'homme qui a abattu Dillinger. Et pour mieux s'en persuader, il fait faire son masque mortuaire et l'accroche en son bureau. Le plus grand talent de Hoover, c'est la propagande. Rassembler, afficher les succès policiers du pays au profit du FBI et de la personne de son chef. Contrairement à la légende qu'il a dit indépendante et rigoureuse, la presse américaine se laisse manipuler. Le FBI veille. Les familles de l'Amérique profonde se sentent rassurées.
L'ère de la conquête de l'Ouest est maintenant achevée. Les commerçants des villes-cabanes et l'éleveur de bétail en ont assez des cow-boys. Ils aspirent à la tranquillité et ils vénèrent ce protecteur omniprésent que Dieu leur a envoyé, J. Edgar Hoover. Good morning, everybody. Good morning. You know what marble it is? No. Marbles? No, it's jello. It's like a jelly. Cette Amérique des années 30, qui persiste, peut enfin revenir au but originel des pionniers, pratiquer en paix et à leur manière, la vénération de Dieu. Hoover leur apporte la sécurité des personnes, mais surtout la sécurité des biens. Tocqueville l'avait déjà remarqué, rien n'est plus important aux États-Unis que de s'enrichir. C'est le signe très calviniste, suggéré dans la Bible, lu le dimanche, que si vous avez réussi, c'est que Dieu vous a choisi pour le représenter sur terre. L'Américain moyen préférera le gangster qui cherche à s'enrichir à un communiste qui cherche à l'appauvrir de dollars durement gagnés. Hoover va se faire leur interprète en désignant le vrai diable, le communiste. Or, avec la crise économique mondiale, les idées de gauche mûrissent en Amérique. Elles s'insinuent dans l'esprit de millions de chômeurs et de nécessiteux. À une petite échelle, certes, mais Hoover, qui aborde toute idée progressiste, voit le mal partout. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves. Les pauvres, les syndicats, les intellectuels libéraux sont surveillés, écoutés, infiltrés, traqués. Black bodies swinging in the southern breeze. L'Amérique silencieuse l'approuve. Pourvu de balayer les graines de la Révolution, tout lui est permis, même l'appel à la délation. The Federal Bureau of Investigation is as close to you as your nearest telephone. It seeks to be your protector in all matters within its jurisdiction. It belongs to you. And the telephone number, if you should ever need it, is National 7117. This is National 7117. Just one moment, I'll connect you with Mr. Hoover. Hitlerism can be stopped, and it will be stopped. Les menaces de guerre font commettre au président Roosevelt un acte irréparable. Il confie au très efficace et très populaire patron du FBI la sécurité du pays contre les ennemis de l'extérieur. Quelle bonne affaire! Hoover a désormais légalement le droit de surveiller la pensée. Côté rue, il pourchasse le parti nazi-américain. Il est minuscule, mais il existe. Hoover nous montre comment ses agents vont l'étouffer dans l'œuf. Ties of blood that bind us to the German fatherland can never be broken. Always before our responsibilities as naturalized Americans, we must place our duties to the fatherland. Our highest mission must be to serve our great and beloved her. Il trouve des saboteurs infiltrés d'Allemagne par un sous-marin. Des saboteurs dont le responsable, qui voulait fuir l'Allemagne, a prévenu le FBI aussitôt arrivé, peu importe. Hoover a là l'occasion de montrer que les nazis voulaient saboter la puissante industrie guerre américaine, avec des crayons explosifs. Malgré l'hystérie, nul vrai saboteur ne sera arrêté de toute la guerre. Mais côté court, le FBI s'acharne sur les gens de gauche, les pacifistes qui craignent l'entrée en guerre de l'Amérique. Ils ne font pas un pas dans la rue sans la surveillance de leurs anges gardiens.
Derrière les pacifistes, c'est une fois de plus le Parti communiste américain qui est visé. En 1941, l'Amérique entre en guerre, l'heure est grave. Hoover s'exerce à mieux occuper ce moyen de communication moderne qu'est le cinéma. I want to talk to you fighting men and women about the Battle of the United States. PSM 151. I want to talk to you fighting men and women about the Battle of the United States. You may wonder what I mean about this. You may wonder about... you may wonder what I'm about to tell you has not been told. PSM, so if I was on the grave over there. You have brought it... No. All right. You have destroyed the enemy's plans. Problem. I see. Of course, Mr. Hoover, I realize that the FBI is a federal agency. But our young people are getting out of hand everywhere. I know, Mrs. Robinson. Every report I get from the field tells me how enormous the problem is. Well, I know, Mrs. Robinson, and every report I get from the field. And we're doing all we can. It's up to the parents to give them a home life, which will remove the temptation to delinquency. Of course, Mr. Hoover, I realize that the FBI is a federal agency. Well, I know, Mrs. Robinson, and we're doing all we can. You have destroyed the enemy's plans. We're on that team, all of us, together. Big Brother passe aussi une bonne partie de son temps à soigner ses statistiques. Il doit bien justifier l'augmentation régulière de son budget et de ses hommes. Ils sont passés de 700 à 7000 par des résultats. En fin de mois, ses agents sont requis d'arrêter de petits voleurs ou de trouver des délits à la racaille communiste. Pendant ce temps, la mafia étend son emprise sur le pays. Hoover en nie l'existence. La montée en puissance de Hoover et de la mafia sont en fait strictement parallèles. Le vice-président Truman succède à Roosevelt qui vient de mourir. Cet homme carré n'aime pas Hoover, tout comme son prédécesseur d'ailleurs, auquel Hoover avait cherché des poux en surveillant son épouse, Eleanor, l'accusant de fréquenter un écrivain de gauche et d'être, on a du mal à le croire, une femme aux mœurs légères. Pourtant, afin d'assurer sa réélection, Truman garde Hoover. Mais il confie la sécurité extérieure du pays à la CIA, ce qui rend Hoover furieux. Il soutiendra en 1948 le rival de Truman, Thomas Dewey. Contre toute attente, Truman est réélu. Hoover retiendra la leçon. À l'avenir, il fera les présidents, par tous les moyens. He did his killing slowly and by other Il tuait lentement, avec des méthodes bien plus douloureuses qu'un coup de poignard ou de pistolet. Par exemple, Adlai Stevenson, c'est incroyable ce qu'il lui a fait. Stevenson était célibataire quand il était candidat démocrate en 1952. Hoover a répandu de ces rumeurs, rien de vrai. Not a word of it true, but he had a whole squad of people at the convention. Mais il avait des gens à lui à la convention qui parlaient aux délégués, disant qu'il était homosexuel. I was ordered, along with another agent,
On m'a donné l'ordre avec un autre de faire une enquête sur l'homosexualité de Stevenson. On a passé 3 jours dans les bars homo. On a trouvé un type qui nous a dit « On l'a vu ici prendre un verre avec un type ». Il a pris un verre dans un gay bar. Et ça en fait un homosexuel? Mais c'était le genre de renseignement que Hoover voulait. Hoover a assuré l'élection du républicain Eisenhower. Dans un pays où les postes changent de main à chaque présidence, Eisenhower maintient Hoover 8 ans de plus. Hoover est au fait de sa puissance. Couvert d'honneur, statufié de son vivant. Sa dictature sur ses hommes se transforme en tyrannie. Son docteur lui a dit qu'il était trop gros, il s'est mis au régime. En même temps, il a ordonné à ses hommes de se conformer à un barème de poids. Si vous le dépassiez d'1 kilo, vous alliez au tapis. Un agent, ex-champion de foot, avait 2 kilos de trop. On lui a demandé de les perdre. Son docteur a écrit au FBI que son poids était correct. Malgré l'excellence de sa carrière, il a été muté à la campagne. Pour finir en Alaska. Là-bas, ils l'ont déclaré nerveux et il a été mis à la retraite. Avec la guerre de Corée, la laine de la guerre froide, exhalée par le Kremlin, est une bise délicieuse à Hoover. Voilà l'occasion d'extirper le communisme des États-Unis. D'un parti réduit à quelques dizaines de milliers de membres, il fait une menace nationale. Mr. Hoover speaks with authority on the subject. The Communist Party of the United States is a fifth column if there ever was one. It is far better organized than were the Nazis in occupied countries. Their goal is the overthrow of our government. There is no doubt as to where a real communist loyalty rests. Their allegiance is to Russia, not the United States. Communism in reality is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. Sur le devant de la scène, un complice de Hoover, le sénateur Nixon, déclenche la chasse aux espions communistes qui seraient infiltrés dans l'appareil d'État. Une commission anti-subversion s'ouvre au Parlement. L'Inquisition espagnole était de retour. Période horrible. Le grand inquisiteur s'appelle McCarthy. Mais en coulisses, l'homme qui l'excite dans sa chasse aux sorcières est J. Edgar Hoover. C'étaient des amis, des potes. McCarthy avait besoin de renseignements, Hoover les lui refilait. Tous détournés, fabriqués. J'étais membre du Parti communiste. Je me suis mis à travailler pour le FBI. J'ai été recruté par McCarthy pour être témoin professionnel. J'étais payé pour présenter des mensonges. Par exemple, pour prouver que les communistes voulaient renverser le gouvernement, je disais que je travaillais dans une librairie, que des chefs communistes y discutaient de livres qui parlent de renversement du gouvernement. Je disais que le New York Times avait 126 communistes dans son magazine, alors que le magazine n'employait que 79 personnes. Personne ne mettait cela en question.
La peur était telle que même le New York Times ne protestait pas. Si vous protestez, c'est que vous êtes pro-communiste. Alors les gens la fermaient. Les menteurs sont devenus des héros. J'ai écrit un livre sur mes faux témoignages. Hoover a tout fait pour empêcher sa publication. Chaque jour, je m'attendais à être descendu. Ce livre m'a valu 4 ans de prison. I have never sullied the honor of the American people. That will be all. Sir Thomas. Les chefs communistes et leurs sympathisants actifs sont jugés et emprisonnés pour leurs idées. Des libéraux, des artistes, des admirateurs de Picasso, Sartre ou Kafka sont surveillés, harcelés, arrêtés au moindre prétexte. Les syndicats sont infiltrés par des indicateurs du FBI. L'industrie de la patrie du capitalisme ne doit pas cesser de tourner. J'étais dans une équipe sécurité à Chicago. On chassait le communiste 24 heures sur 24. J'ai fait quelques 500 violations de domicile contre les communistes à cette époque. Moi, je faisais des écoutes téléphoniques. Tout ce que j'apprenais, c'est quel dentifrice ils utilisaient. Je n'ai jamais rien entendu qui soit une conspiration. En fait, le PC américain survivait grâce aux cotisations versées par les indiques du FBI qui le noyautaient. À San Francisco, il y avait une section de 15 membres. C'était 15 indiques du FBI. Il n'y avait personne d'autre. J'ai jamais vu de communisme dans ce pays. Il n'y avait aucune menace. Le pire qu'ils aient fait, c'est de griller un feu rouge. Je ne pouvais comprendre pourquoi nous gâchions ainsi notre temps au lieu de combattre le crime organisé. C'était une menace bien plus grande. Le bureau de New York avait des centaines d'agents. 4 seulement étaient chargés de la mafia, parce que Hoover n'admettait pas son existence. Hoover a la passion des courses. C'est son seul loisir. Il se laisse filmer au guichet, plaçant ses $2. Mais d'autres parient pour lui de plus grosses sommes. Les courses sont dans les mains de la pègre, et c'est là qu'il côtoie et qu'il rencontre discrètement son chef, Frank Costello, un des parrains de la mafia. J'étais un ami de l'avocat de Costello. Un jour, j'étais chez lui, Costello se pointe, on bavarde. Je lui demande quelles sont ses relations avec Hoover. Il me dit d'une voix enrouée, « Vous ne savez pas à quel point ces paris de gagne petit me coûtent cher. » Il truquait les courses pour le faire gagner. Et Hoover fait semblant de ne rien savoir. Il est d'autres endroits où Edgar fréquente de mauvais garçons. Sur ses lieux de vacances, en Floride ou en Californie. Il avait des contacts personnels avec des mafieux ou avec des gens proches de la mafia. Hoover aimait ne pas régler ses notes. Il allait dans un hôtel de luxe, il prenait une suite à $1000 par jour, il menait grande vie et il laissait la note à d'autres. Par exemple, M. Rosenstiel. Rosenstiel est un milliardaire enrichi par la prohibition. Il connaît bien les parrains de la mafia. En même temps, il est un grand ami du patron du FBI.
Hoover fréquente ce restaurant de Miami où les boss du syndicat du crime viennent souvent dîner. La patronne se souvient de Hoover, un vrai gentleman. Ils étaient parfois ici en même temps. Ils ne communiquaient pas, bien sûr. L'un était assis là-bas et Edgar par ici. La situation pouvait le faire rougir. Quel chef mafieux, par exemple? Meyer Lansky, Le financier de la mafia, oui. toujours un gentleman. Frank Costello? Oui, très gentil, bien élevé, aimable. Traficante? Oui. Tous ces messieurs venaient dîner ici. Edgar, célibataire endurci, est supposé avoir été homosexuel. Son amant serait cet homme qu'il a gardé auprès de lui toute sa vie, comme son bras droit, sans lequel il n'a jamais pris un repas et qu'il emmenait avec lui en vacances. Quoi qu'il en soit, ce trait du premier policier du pays intéresse la mafia, surtout quand elle a, semble-t-il, des preuves matérielles. Ils allaient dans des cercles très privés, où l'on trouvait le cardinal Spellman. Parfois, ils se travestissaient en femmes. J'ai été invité une fois dans une partie. Il y avait l'adjoint de McCarthy, le cardinal. Hoover était là, et la partouze en cours. Que des hommes. C'était à l'hôtel Waldorf. La mafia avait donc un pouvoir sur lui. Elle pouvait le faire chanter, bien sûr. La mafia aurait filé Hoover. Elle détiendrait des photos compromettantes sur lui. Frank Costello aurait de quoi le faire tenir tranquille. J'étais en prison avec Costello. Quand on allait chez le juge, on me menottait avec lui, 2 heures chaque jour. On a appris à se connaître. Quand on parlait de Hoover, il riait. La mafia utilise un terme pour ceux qu'ils tiennent. Good people. Ça veut dire « il est à nous ». Il l'a utilisé souvent à propos de Hoover. Un sénateur courageux, Kefauver, s'attaque à la mafia et monte une commission anti-mafia au Sénat. Frank Costello en est la vedette. L'assistant de Kefauver se souvient d'une autre vedette, tout aussi dérangée. Hoover a tout fait pour empêcher cette commission. Notre principale question était « Pourquoi vous n'avez jamais rien fait contre la mafia ?» Sa réponse a été « Ce n'est pas l'affaire du FBI, mais de la police locale. » N'oubliez pas qu'il a commencé comme un obscur petit employé. Il a créé le FBI à son image. Et il ne voulait pas échouer. Poursuivre des voleurs est bien plus facile que de s'attaquer au syndicat du crime. Il aurait pu obtenir du Parlement tout ce qu'il voulait pour combattre le crime organisé. Il n'a jamais levé le petit doigt. Quand Bob Kennedy est devenu son ministre en 1961, il lui a dit « Dites, la mafia existe !» Et il l'a poussé à l'eau. Alors seulement Hoover a dû agir contre la mafia. The news is out all over town that you've been seen out running around. I know that I should leave the inn. En novembre 60, l'Amérique a le choix entre Nixon et Kennedy. Elle préfère Kennedy, élu à une poignée de voix près. À cause de son charme, à cause des voix du Sud apportées par son vice-président Johnson, à cause des voix des Noirs, et grâce à Papa,
le vieux Joe Kennedy, qui, une fois à fortune faite pendant la Prohibition, a toujours rêvé de voir un de ses fils installé à la Maison-Blanche. Il a appelé ses anciens partenaires de la mafia à la rescousse pour acheter des voix. Cela, Hoover le sait, et Kennedy sait qu'il le sait. De même qu'il sait Hoover au courant de ses multiples frasques amoureuses. Hoover se délectait des enregistrements recueillis dans la chambre ménagée dans l'avion de campagne où John Kennedy se détendait en compagnie de Call Girl. Kennedy m'a dit qu'il désapprouvait Hoover, mais qu'il lui était politiquement impossible de le renvoyer. Aussitôt élu, sa première signature a été pour le confirmer à son poste. Il ne voulait pas que ses électeurs connaissent le contenu de son dossier chez Hoover. À la moindre discussion sur sa retraite, Hoover menaçait de renverser les poubelles. Il savait tout sur Kennedy, Marilyn Monroe et cette fille de Las Vegas que Sinatra lui a présentée. Il savait même ce qui se passait à la Maison-Blanche. Il avait ses hommes partout. Kennedy faisait venir une prostituée. Vous imaginez la joie de M. Hoover. Il savait quand elle venait à la Maison-Blanche, mais aussi ce qu'elle y faisait. Hoover détestait John Kennedy et ses idées libérales. Le dégoût est mutuel. Kennedy le contre en plaçant son frère à la justice. Pour la première fois, un ministre va tenter d'exercer son autorité sur Hoover. Bob a fait installer un système d'appel direct dans le bureau de Hoover. Jamais personne n'avait osé. Les ministres montaient le voir. Un jour, on parlait d'un problème tous les deux, et Bobby dit « Si j'appelais Hoover ?» Alors il presse le bouton sur son bureau. 5 minutes après, Hoover arrive, écarlate. Bob est le seul à avoir poussé Hoover à enquêter sur la mafia. Les Kennedy s'étaient jurés de mater la mafia. Une fois au pouvoir, ils leur déclarent la guerre. Hoover freine, exerceront un chantage à peine voilé. Quand j'étais auprès de Bob, je recevais des notes de Hoover. Inconcevable de la part d'un subordonné, signalant des aventures du président. Je les mettais au panier. Une des liaisons les plus célèbres de Kennedy président est celle qu'il entretient avec Marilyn Monroe. Harcelé par ses coups de fil intempestifs jusqu'à la Maison-Blanche, il demande à son frère de s'en occuper. Bobby le fait, il le fait même de très près. Hoover est au courant, la mafia est au courant. Et la pauvre Marilyn devient un enjeu des pressions de la mafia sur les Kennedy. Ils font arrêter le parrain de Chicago, celui-là même qui leur avait acheté des voix. Le suicide plus que mystérieux de Marilyn frappe comme un avertissement. Les hommes du FBI sont les premiers sur les lieux. Ils trouvent dans le sac de Marilyn des photos que Hoover récupère et qu'il glisse précieusement chez lui dans un livre de sa bibliothèque. Son voisin les retrouvera plus tard, après la mort de Hoover, dans une caisse de livres destinée au rebut, qu'il s'était approprié comme souvenir. Un jour, il ouvre un de ses livres et il tombe sur 3 polaroïds. La première photo est floue, un homme et une femme nus, pas reconnaissables. Sur la deuxième, John Kennedy est dans une baignoire et fume un cigare. Une femme au dos somptueux est penchée sur lui.
Sur la troisième, la femme est de face. C'est Marilyn Monroe. Bob Kennedy, mon patron, voulait virer Hoover à cause de ce genre d'histoire. Mais son frère, le président, lui a dit « Je ne peux pas le virer maintenant. Je dois d'abord être réélu. » John Kennedy, Hoover et la mafia se tiennent mutuellement par la barbichette. La situation est explosive. Le père des Kennedy avait un tel dossier sur Hoover qu'il pouvait neutraliser le chantage que Hoover exerçait sur ses fils. La famille Kennedy pouvait détruire Hoover. Quel genre de dossier? Ses liens avec la mafia. Papa Joe Kennedy savait tout. Avait-il du matériel sur les perversions sexuelles de Hoover? Je ne sais pas, mais il savait plein de choses. La mafia pouvait le contrer, et elle l'a fait. C'est pourquoi, selon moi, Kennedy a été tué. Ils ne pouvaient pas avoir tué Kennedy sans que Hoover soit au parfum. Hoover avait toutes les raisons de préférer Kennedy mort. Après sa mort, il a tout fait pour que personne ne soit impliqué, alors qu'il aurait pu tout révéler. Hoover connaissait Jack Ruby. Il l'a contacté pour lui dire « Si tu ne tues pas Lee Harvey Oswald, ta bande va avoir des ennuis. » Au Texas, à cette époque, un crime se soldait par 2 ou 3 ans de prison. Hoover a dit à Ruby « Tu vas devenir un héros, tu vas tuer l'homme qui a tué Kennedy. » Puis il l'a probablement fait liquider en prison. Après l'assassinat de Kennedy, tout agent du FBI vous dira que la lutte contre la mafia s'est arrêtée. Avec l'assentiment de Johnson, qui était cul et chemise avec Hoover. Avant de succéder à Kennedy, Lyndon Johnson vivait en face de chez Hoover. Ils se connaissaient bien. Johnson aurait cependant aimé que Hoover parte. Hoover avait un dossier sur lui, avec des informations sur un enfant qu'il aurait eu d'une autre femme que de sa tendre épouse. Et cela le préoccupait. Hoover règne sur Capitol Hill par le chantage sexuel. Il a des dossiers sur presque tous les députés et sénateurs. Ils le craignent tant qu'ils votent le budget du FBI sans l'examiner. Explication d'un expert en coups tordus, ancien agent du FBI et plombier en chef de Nixon au Watergate. Comment un dossier se constitue? En voici un exemple typique. Disons qu'il y a un hold-up et que le bandit a été repéré dans un hôtel. Les agents du FBI y vont, ils entrent dans une chambre. Il n'y a pas de gangster, mais un sénateur au lit, avec une fille de 15 ans. Les agents s'excusent. Tout ce que les agents apprennent, ils l'écrivent dans un rapport. Leur chef leur dira « Ça n'a rien à voir avec le hold-up. Mais si nous laissons cette info dans le dossier, 3000 agents du bureau seront au courant. » Il faut donc la retirer. Cela ne peut se faire qu'avec l'autorisation de Hoover. Hoover la donnera, et cette information ira dans ses dossiers secrets, personnels. Ensuite, Hoover enverra un agent du FBI voir le sénateur. L'agent s'excusera encore, au nom de Hoover,
Et il assurera le sénateur que personne n'en saura rien. Mais le sénateur saura que Hoover sait. Et le sénateur est mort de trouille. Ce genre de choses a duré 30 ans. Et donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui n'étaient pas dans les dossiers de Hoover. Hoover était entendu par le Congrès. Il disait « Le FBI a 104 écoutes par fil dans tout le pays. Quand on me demandait d'en retirer une, en fait, on l'utilisait autre part, et je devais remplacer le fil par un micro. Or, les micros n'étaient pas comptabilisés. Il y en avait des milliers. Je faisais le cambrioleur pour en poser. Hoover n'a jamais mentionné les micros. Il les faisait poser sans autorisation. Le ministre n'était même pas au courant. John Kennedy a emmené Luther King dans le jardin de la Maison-Blanche par peur des micros du FBI. Pour piéger ses ennemis, Johnson utilise les dossiers de son ami Hoover comme nul autre président. Il s'en serait fait transmettre plus d'une centaine. Les feuilleter est son passe-temps favori. Sa lecture de chevet. Johnson m'appelait à 11h du soir pour me lire quelque chose de drôle sur tel député ou tel sénateur. Un type avec une petite amie sur un bateau qui s'est trompé de canal, etc. Johnson adorait ça. Il appelait le député et lui disait « Devinez ce que j'ai là-dedans. Quelqu'un m'a envoyé ça. » Et le gars soupirait « Mon Dieu, qui vous a donné ça ?» Johnson était un bagarreur. Il utilisait toutes sortes de munitions pour influencer le vote d'un député au Parlement, comme il l'a fait avec moi. Pour remercier Hoover de ses bons et loyaux services, Johnson fait voter une loi spéciale l'autorisant à rester à la tête du FBI au-delà de la retraite obligatoire à 70 ans. The most compensating thing that could ever happen would be the action that you have taken today in extending my services in that organization. We are requesting all citizens to move into Washington, to go by plane, by car, bus, any way that you can get there. Confirmé à son poste, Hoover s'en prend aux Noirs, derrière lesquels il voit des rouges. Les Noirs d'Amérique veulent les mêmes droits que les Blancs. Cela est insupportable à Hoover. Ladies and gentlemen, your attention, please. I have a dream. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. I have a dream today. Hoover, lui, n'a qu'un rêve. Éliminer Martin Luther King. One time when I was chief in Cleveland, Ohio, j'étais le chef du FBI à Cleveland. J'ai reçu pour instruction de trouver un noir bien pensant qui pourrait prendre la place de King. Hoover n'a-t-il pas persécuté les homosexuels pour démontrer qu'il ne l'était pas? S'il a tant méprisé les Noirs, n'était-ce pas parce qu'il était mulâtre? On sait que les domestiques et les plantons noirs de Hoover parlaient de lui comme un des leurs. Rejeter les Noirs a peut-être été pour lui une façon d'affirmer sa blancheur. Au nom de l'Amérique blanche, en tout cas, Hoover s'est juré de détruire le pasteur King. Devant la presse, il le qualifie de menteur. Hoover avait un dossier sur King avec la déclaration d'une prostituée, disant quel homme pervers il était.
big he-man Martin Luther King was. And Hoover was... Hoover était un homme d'une moralité très élevée. He was raised in Episcopal. King était un hypocrite. King was a hypocrite. Il prêchait le dimanche. He preached on Sunday, and during the week he... De la semaine, il allait chez les putes. I don't like people like that. Je n'aime pas les gens comme ça. Quand Luther King se déplace, Hoover fait placer des micros dans ses chambres d'hôtel. Il fait enregistrer les ébats amoureux de King. Puis il demande à ses agents de donner les bandes à des journalistes. Choqués, la plupart ont refusé de les écouter. Les agents lui disaient « King est amoral, le public doit le savoir ». Poursuivant l'action lancée par Kennedy, Johnson fait voter la loi sur les droits civiques. Cette signature historique a dû être pour Hoover face à Luther King un moment bien désagréable. Quand King est nommé prix Nobel de la paix, Hoover enrage. Il m'a envoyé à Oslo 2 semaines avant le prix, rencontrer la police norvégienne. Je leur ai dit, ayez un œil sur ce type, surveillez sa bande. Elle nous a tenus informés. À l'hôtel, ils ont dépensé plus d'argent que le prix Nobel ne leur en a apporté. Hoover fait envoyer une lettre anonyme à King, où dans des termes perfides et grossiers, il l'invite à se suicider. Peine perdue, Luther King sera assassiné. De même que Malcolm X, le chef de file des musulmans noirs. Hoover utilise toute la panoplie des manœuvres dont il est capable. Chantage, calomnie, dénonciation anonyme. Les manipulations des factions par ses agents sèment la zizanie chez les Black Muslims. Malcolm X est assassiné par un des siens. Le chef du FBI à Chicago a conspiré avec la police locale. Il les a poussés à assassiner les Black Panthers, inventant qu'ils avaient des armes. La police est allée à l'appartement, elle a tiré dans le tas et les a tués. Toutes les traces de balles étaient de l'extérieur, aucune de l'intérieur. Les survivants ont fait un procès. Le responsable FBI a reconnu son implication. Le FBI a été condamné pour conspiration. Ils ont dû verser près de 2 millions de dollars aux victimes. Hoover manipule les pacifistes opposés à la guerre au Vietnam. Des indiques ou des agents du FBI déguisés en hippies provoquent des heurts avec la police. America must restore its strength, and here you have a basic difference between the two candidates. President Nixon was truly the only president, I think. Nixon a été le seul président dont Hoover a eu peur. Mais ils étaient de vieux potes. Nixon et ses amis ultra-conservateurs étaient du même bord que Hoover. Leurs idées venaient du fin fond de la droite. His political leanings were all way to the right. Is it becoming appropriate to state, in God we trust, when we are proclaiming our love of our country? Pour contrôler ses ennemis et assurer sa réélection, Nixon demande à Hoover cambriolage et écoute. Étrangement, Hoover refuse, ce qui n'était que routine pour lui, au président dont il est le plus proche.
Nixon se sent trahi. Je suis celui qui a écrit la note pour Nixon, suggérant que Hoover prenne sa retraite et que l'exemption dont il bénéficie à 75 ans ne soit plus renouvelée. Richard Nixon actually invited Hoover to lunch with the idea Nixon a invité Hoover à déjeuner pour lui demander de se retirer. former attorney general of giving him his pink slip and he just never got the president of the United States. Le président des États-Unis n'a pas eu le courage de le faire, par peur de son dossier chez Hoover, bien sûr. Dépité, Hoover laisse Nixon se débrouiller avec le scandale des dossiers du Pentagone. Hoover ne veut plus l'aider, trop risqué. Sauf demande express et écrite. Protection du bureau. Et donc, la Maison-Blanche a créé ce groupe spécial dont je faisais partie. Parce que j'étais familier avec ce genre d'effraction au FBI, de même que Howard Hunt de la CIA. Ensemble, nous avons créé notre propre unité. Pour faire ce que les agents de Hoover faisaient. C'est ça. Cambriolage, écoute téléphonique. Vous avez été en quelque sorte le Hoover personnel de Nixon. C'est vraiment trop flatteur. On connaît la suite. Le cambriolage du siège du Parti démocrate, l'affaire de Watergate. Hoover décédé n'était plus là pour étouffer l'affaire et protéger le président. Au moment de sa chute, Nixon aurait soupiré. Si Hoover avait été là, tout cela ne serait pas arrivé. My general view of Hoover is that he was a gift of the gods to America to show us what fools and cowards we were through decades. Do you think that today another Hoover could come to power in America? No, never, yeah. Golden